Welcome everyone. Welcome back to the Bienvenue à show with tous. your host, Danny Bienvenue à Haiphong. nouveau dans Donald l'émission. Trump has become quite C'est votre literally hôte, Danny unhinged. We have Haiphong. a lot Donald to Trump get to. Hit est the like devenu button as we littéralement start to incontrôlable stream. et Now, nous Donald avons Trump has been beaucoup de choses admitting à defeat after aborder. defeat Cliquez to sur le China bouton and to like Russia, en entrant dans le and he's direct. committing to Vous what savez, Pete Hegseth Donald has Trump said a is reconnu défaite maximum après lethality, défaite not face à la intended Chine et face à la Russie. legality. Pourtant, A il new s'engage war is dans indeed ce que Pete underway. Hegseth a This qualifié war de now is létalité much bigger maximale, than the debate, non pas de debate over l'égalité tiède. the new name Et, change to the eh Department bien, of Defense une back nouvelle to the guerre Department of est War. bel et bien en The cours. real Cette war guerre est has désormais the primary bien aim plus to importante save que le the simple débat world autour du financial changement order de dominated nom by the du United département de la States from Défense, a rising redevenu le global département de la guerre. world via a La weak véritable dollar guerre military a un aggressive objectif over principal, new sauver name l'ordre change to the financier Department of mondial dominé Defense par les back to the États-Unis Department of War. face à un monde This real multipolaire war et has a à l'essor primary aim to des BRICS save à the travers l'arme du world dollar et financial l'agression order dominated by the militaire United nécessaire States pour le from soutenir. a rising Mais est-ce que cela va global fonctionner world via a maintenant que nous entendons weaponized dire que dollar and the military l'administration aggression Trump required to change back et it? modifie ses But priorités will dans le it domaine work de la now guerre that we hear et de la words of the Trump géopolitique, administration ou changing bien and shifting les its derniers priorities mouvements in the de la fields of Russie, de war la and Chine et des geopolitics, BRICS or have the latest n'ont-ils moves by fait Russia, que China, and the accélérer BRICS la only marche accelerated the US irréversible de empire's l'Empire américain vers irreversible l'irrélevance? path Pour discuter de toward tout cela irrelevancy? et To plus discuss all encore, this and more, I j'ai have avec with moi me l'hôte host of du Geopolitical Economy Report, ami de l'émission, Ben Norton. Salut, content de te voir. Merci de m'avoir invité, Danny. C'est toujours un plaisir. A lot, even in just the last 24 hours, a lot has Oui, been beaucoup de happening, choses, Ben. même rien que ces But dernières 24 heures, let me just start with se this, sont and passées, we Ben, can go mais over laisse-moi all commencer there par have ceci, been sources et nous pourrons close to ensuite the faire les liens documents entre tous by ces Trump's événements. Tout d'abord, il y aurait eu un National changement, Defense soi-disant, Strategy, which is des being sources written right now by proches Eldridge du Colby, document de that is going la to National Defense prioritize the Strategy de Trump, homeland over actuellement the so-called rédigé par China Eldridge Colby, threat. affirme There's a qu'elle va major donner la departure priorité au in these territoire sources national plutôt qu'à la prétendue who are menace saying, chinoise. Et qu'il y a là un tournant to the defense majeur, strategy, ces sources, which anonymes is bien going sûr, to le disent dans reverse la a years-long stratégie de mandate défense, to go ce to qui war signifie un with renversement d'un mandat China de and, plusieurs of années, course, Russia, préparant la which guerre the contre Trump la Chine. administration Et bien sûr, first, la Russie figurait dans la toute première National Defense Strategy de l'administration Trump. Mais Ben, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu aussi un changement de nom du département de la Défense, ce qui envoie un signal, et je vais passer rapidement ce que Pete Hegseth a déclaré à ce sujet, puis lier cela à ce que les États-Unis font vis-à-vis du Venezuela. Allons-y. Et ce n'est pas pour dénigrer nos combattants, qu'il s'agisse de la guerre de Corée, de la guerre du Vietnam ou de notre génération en Irak et en Afghanistan, mais pour reconnaître que ce changement de nom ne se limite pas à un renommage. Il s'agit de restaurer. Les mots comptent. Il s'agit de restaurer, comme vous nous l'avez indiqué. Monsieur le Président, restaurer l'éthos guerrier, restaurer la victoire et la clarté comme objectif final, restaurer l'intentionnalité dans l'usage de la force. Ainsi, sous votre direction, Monsieur le Président, le département de la guerre va mener des combats décisifs, non pas des conflits sans fin, il va se battre pour gagner, pas pour perdre. Nous allons passer à l'offensive, pas seulement à la défense. Létalité maximale, non. Pas l'égalité tiède. Effet violent, pas politiquement correct. Nous allons former des guerriers, pas seulement des défenseurs. We get the picture there, Ben, about the direction of how things are going, and of course, in recent Donc, weeks, voilà. over the past Je pense several qu'on weeks, comprend bien la direction que prennent les choses, Ben. Eh bien, sur ces dernières semaines et même ces derniers jours, nous avons vu les États-Unis renforcer leur présence à Porto Rico, dans les Caraïbes, après que l'administration Trump a tué 11 personnes sur un supposé bateau mené par des soi-disant cartels de drogue en provenance du Venezuela, accusation avancée sans absolument aucune preuve. Mais désormais, nous voyons des F-35 atterrir. Nous avons un renforcement majeur de la marine américaine et de l'armée de l'air autour du Venezuela, sûrement à cause des cartels de drogue. Mais Ben, pourrais-tu relier tout cela? Parce qu'il y a aussi eu la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, le défilé en Chine pour le 80e anniversaire de la victoire contre l'agression japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, l'administration Trump semble réorienter
sa stratégie vers le Venezuela. Mais comment tous ces éléments sont-ils liés? Et que devons-nous vraiment comprendre de ces soi-disant priorités changeantes de cette nouvelle orientation guerrière de l'administration Trump? Yeah, well, you laid it out all very well, Danny, and these issues are related. Oui. Eh bien, tu as très bien exposé les choses, Danny, et ces questions sont effectivement liées. Je vais commencer par parler brièvement de ce rebranding. Tu sais, je pense que c'est en réalité l'une des très rares bonnes choses que l'administration Trump ait faite. Simplement enlever le masque de l'Empire américain. Et le soi-disant département de la défense n'a jamais été question de défense. Il a toujours été question de guerre. Il a toujours été question d'empire. Les États-Unis sont intervenus militairement des centaines de fois partout dans le monde. Par exemple, j'ai mené une étude en m'appuyant sur des données officielles du gouvernement américain, issues du Congressional Research Service, qui a montré qu'après 1991, avec la chute de l'Union soviétique, l'armée américaine est intervenue dans plus de 250 opérations militaires étrangères. Donc ce n'est pas de la défense. Cela a toujours été le département de la guerre. Et c'était le nom d'origine, un nom plus honnête. Ainsi, l'administration Trump, comme l'a dit si fièrement Pete Hegseth, le secrétaire à la défense belliciste, enlève le masque de l'Empire américain, ou le voile, si tu veux. Et il a dit qu'au lieu d'être politiquement correct, ils veulent un effet violent. Ils le disent très clairement, ils veulent la guerre. Ils veulent la létalité maximale. Donc sûrement pas la légalité. Oui, je voulais juste insister là-dessus, pas de légalité. Continue. Yeah, and this came after, I think he said, no tepid legality, right? Oui, et cela est arrivé après. Je crois qu'il a dit pas de légalité tiède, n'est-ce pas? Après que Marco Rubio, probablement la deuxième personne la plus puissante de l'administration Trump, car il occupe simultanément non seulement le poste de secrétaire d'État, chef du département d'État, mais aussi celui de conseiller à la sécurité nationale, chef du Conseil de sécurité nationale. Il est le deuxième dans l'histoire des États-Unis à occuper les deux postes en même temps. Le premier était Henry Kissinger. Et nous savons que Kissinger a été l'une des personnes de Washington pendant de nombreuses décennies. Marco Rubio est bien sûr aussi un néoconservateur belliciste de toujours. Et Rubio a prononcé un discours dans lequel il a dit « Nous ne nous soucions pas des Nations Unies. L'ONU n'a aucune importance. » Il a dit « Seul ce que nous disons compte. » Et en particulier, il disait « Nous nous fichons que l'ONU affirme que le Venezuela n'est pas impliqué dans la production de drogue. » Il a dit que les tribunaux américains, le système judiciaire américain, un juge américain a statué, un jury américain a affirmé, enfin un grand jury en l'occurrence, a affirmé que le Venezuela est impliqué dans le trafic de drogue. Donc c'est vrai, parce que selon le gouvernement américain, tout ce que disent les États-Unis est une vérité incontestable. Et ils ne se soucient pas du reste du monde. Ils ne se soucient pas du droit international. Je veux dire, c'est la définition d'un État voyou. À quoi ressemble un État voyou? À un État qui viole toutes les lois internationales, attaque d'autres pays, envahit d'autres pays, ne se soucie de personne d'autre dans la communauté internationale. Tout est basé sur ses propres politiques internes. C'est ce que font les États-Unis. Je veux dire, ils se déchaînent totalement. Ce n'est pas nouveau, mais comme je le souligne toujours, ce que Trump fait, c'est qu'il accélère des tendances qui existent déjà depuis des années, voire des décennies. Mais lui, il appuie simplement sur l'accélérateur. Maintenant, en ce qui concerne la politique étrangère globale de l'administration Trump, je pense que je souligne toujours qu'il y a deux grands objectifs que nous pouvons identifier comme ceux de l'Empire américain aujourd'hui. Le premier, le plus grand, l'objectif global, est de contenir la Chine. Nous sommes dans une nouvelle guerre froide. Ceci est désormais largement reconnu à Washington. La Chine s'est rapidement développée sur le plan économique. Elle est montée dans la chaîne de valeur mondiale, elle s'est développée technologiquement, et aujourd'hui, la Chine concurrence les monopoles technologiques américains dans les secteurs les plus avancés, y compris l'intelligence artificielle et même désormais les semi-conducteurs. C'est pourquoi les États-Unis essaient d'écraser l'industrie des semi-conducteurs de la Chine. Donc,
L'objectif principal, c'est de contenir la Chine. Et lié à cela, le deuxième objectif majeur est de réaffirmer l'hégémonie des États-Unis dans l'hémisphère occidental. Cela nous amène à ce qu'on appelle la National Defense Strategy, ou la copie qui aurait fuité et que Politico aurait obtenue. Maintenant, cela pourrait sûrement être simplement pour des raisons de communication. Ils pourraient modifier ce projet qui n'a pas encore été officiellement publié, mais ils affirment que la priorité est l'hémisphère occidental, pas seulement les États-Unis. Si on lit l'article, il est question de l'hémisphère occidental. Donc, c'est une réaffirmation de la doctrine néocoloniale de Monroe, n'est-ce pas? Et donc ils disent que supposément c'est un revirement par rapport au mandat qui consistait à se concentrer sur la Chine. Je reste très sceptique parce qu'il y a aussi eu d'autres rapports, notamment du Wall Street Journal, qui a obtenu une note interne provenant de l'ancien département de la Défense de Pete Hegseth, qu'on appelle désormais le département de la guerre, dans laquelle il est dit que la priorité la plus importante est de préparer la guerre contre la Chine. Donc tu sais, Dan, je pense que beaucoup de gens qui regardent cela savent que ce que font souvent ces rapports dans les médias, c'est brouiller les pistes, n'est-ce pas? L'administration Trump veut diffuser un récit particulier. Trump dit « Nous poursuivons la paix ». Eh bien, il a renommé le département de la Défense en département de la guerre. C'est tellement contradictoire à bien des égards. Trump dit « Nous avons arrêté plusieurs guerres », alors qu'il renomme le Pentagone le département de la guerre et se vante du fait qu'ils vont être maximalement létaux dans leur nouvelle guerre. Donc, je reste sceptique à ce sujet. Mais ce que cela souligne simplement, c'est le fait que les États-Unis mettent vraiment fortement l'accent sur leur hégémonie dans l'hémisphère occidental. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les États-Unis vont menacer de plus en plus d'autres pays en Amérique latine. Ils vont menacer en particulier le Mexique et le Venezuela, ce que nous voyons actuellement. Ils menacent aussi le Canada. Et bien sûr, le Groenland se trouve dans l'hémisphère occidental. Et Trump veut prendre le contrôle du Groenland et le coloniser. Maintenant, il veut le Groenland pour plusieurs raisons. Premièrement, le Groenland possède sûrement des milliers de milliards de dollars de minéraux critiques, qui sont très importants parce que les États-Unis essayent de retirer la Chine de leur chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques. Beaucoup de ces minéraux sont nécessaires non seulement pour les technologies avancées, mais en particulier pour la technologie militaire. Et si les États-Unis se préparent à une guerre contre la Chine, ils ne peuvent pas avoir la Chine dans la chaîne d'approvisionnement des minéraux nécessaires à la fabrication des armes pour mener cette guerre. Donc c'est une raison importante, du point de vue de l'Empire américain, de coloniser le Groenland. Une autre raison, c'est que alors que les États-Unis essaient d'affirmer leur contrôle sur l'hémisphère occidental, ils ne veulent pas que la Chine et la Russie aient accès à l'Arctique en passant par le nord du Groenland. Parce que ce que l'on constate aujourd'hui, avec l'accélération du changement climatique, en particulier avec les politiques de Trump du type Drill, Baby Drill, Trump ferme les projets solaires et éoliens et dit aux compagnies pétrolières de « forêt ». Et, à mesure que le changement climatique s'aggrave, cela va ouvrir de nouvelles routes commerciales dans l'Arctique. Les États-Unis craignent que la Chine et la Russie aient accès à ces routes commerciales et en particulier puissent passer par le nord du Groenland. Donc, les États-Unis veulent installer encore plus de bases militaires au Groenland. Ils en ont déjà une, mais ils veulent en construire beaucoup d'autres pour militariser la région arctique. Tout cela est lié à la militarisation de l'hémisphère occidental, en le transformant en une zone placée sous la sphère d'influence impériale des États-Unis. Et cela signifie attaquer la souveraineté des pays indépendants et souverains de la région. Donc tu as déjà parlé de la tentative de coloniser le Groenland. Mais le Venezuela est aussi une partie essentielle de tout cela. Le Venezuela a joué un rôle majeur dans la promotion d'un monde multipolaire depuis des décennies. En fait,
L'ancien président vénézuélien Hugo Chavez parlait déjà de la nécessité d'un monde multipolaire en 1998. 1998, seulement 7 ans après la chute de l'Union soviétique, au plus fort de l'ère unipolaire de domination américaine. Et Hugo Chavez, lorsqu'il se présentait à la présidence en 1998 au Venezuela, a déclaré « Nous vivons dans un monde unipolaire, mais nous pouvons voir un monde multipolaire à l'horizon. Nous avons besoin d'un monde multipolaire pour que les pays du Sud global, qui représentent la majorité mondiale, puissent avoir une véritable voix sur la scène internationale et ne soient plus traités comme des néocolonies par l'Empire américain. » Donc le Venezuela, à travers sa révolution, la révolution bolivarienne commencée sous Chavez et poursuivie aujourd'hui sous Nicolás Maduro, a toujours joué un rôle très important en travaillant avec la Chine, la Russie, mais aussi l'Iran, en essayant de construire un monde plus multipolaire. En soutenant la Palestine, toujours en soutenant d'autres mouvements anticoloniaux et révolutionnaires dans le Sud global, au Burkina Faso. Aujourd'hui, il entretient aussi de bonnes relations avec le Vietnam. Bien sûr, en Amérique latine, il est proche de Cuba. Tous ces pays ont été constamment attaqués par les États-Unis. Et puis bien sûr, il y a le fait que le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. Et les États-Unis veulent vraiment y avoir accès. En fait, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump lors de son premier mandat, le néoconservateur belliciste John Bolton, a vendu la mèche. Dans une interview sur Fox News, au tout début de la tentative de coup d'État lancée par Trump pendant son premier mandat en 2019 avec Juan Guaido. On pourra reparler de cette absurdité où les États-Unis ont essayé d'imposer une marionnette comme faux président du Venezuela, alors qu'il n'avait jamais participé à une élection présidentielle. Eh bien, Bolton a admis dès le début de cette tentative de coup d'État que les entreprises américaines voulaient avoir accès au pétrole vénézuélien. Et bien sûr, il y a la question de la dédollarisation dont tu as parlé. Le Venezuela joue un rôle clé dans le mouvement mondial en faveur de la dédollarisation, et ce, depuis des décennies. Le Venezuela a toujours été à l'avant-garde de ce processus. Donc aujourd'hui, depuis quelques années, on parle de plus en plus de dédollarisation. Mais Hugo Chavez en parlait déjà il y a 20 ans en disant « Pourquoi vendons-nous notre pétrole en dollars? Nous devrions commercer dans d'autres devises et investir dans d'autres monnaies. » Le dollar américain est un outil de subordination. Il sert à violer notre souveraineté. Donc, on pourrait dire encore beaucoup de choses sur le Venezuela. Il y a tellement de facteurs liés entre eux ici. Mais je suis content que tu aies lié la question du Venezuela à la nouvelle guerre froide contre la Chine et à la stratégie impériale globale des États-Unis. Parce qu'elles sont bel et bien liées. Encore une fois, les deux priorités principales sont affaiblir la Chine. Idéalement, les États-Unis aimeraient contenir et déstabiliser la Chine, mais évidemment, cela ne semble pas très réaliste. Mais affaiblir la Chine, c'est la priorité numéro 1. Et numéro 2, réaffirmer l'hégémonie des États-Unis sur l'ensemble de l'hémisphère occidental. Ce qui signifie dire aux pays de la région qu'ils ne peuvent pas entretenir de relations avec la Chine, la Russie et l'Iran. C'est ce que le gouvernement américain répète, aussi bien sous les démocrates avec Joe Biden que sous Trump. Mais Trump, lui, accélère ce processus, et le message est très explicitement impérialiste. C'est ce que l'on voit aussi avec le renommage du Pentagone en département de la défense, enfin en département de la guerre. Il lève le voile sur l'Empire américain et expose le point brutal de l'Empire américain. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « S'abonner » ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien et maintenant,
Place à la suite de notre vidéo. Yeah, and I think, I see the kind of debates raging already. Oui. Et je pense, tu sais, je vois déjà les débats qui font rage sur quelles sont les véritables intentions de l'administration Trump. Je suis content que tu continues d'affirmer parce que je continue de croire que c'est le cas qu'en réalité, l'administration Trump ne s'éloigne pas forcément de ce qui est un objectif majeur de l'establishment de la politique étrangère américaine, à savoir contenir la Chine, mais qu'elle cherche essentiellement à se déplacer vers un autre théâtre, sûrement plus faisable en ce moment, ou du moins perçu comme plus faisable. Et je veux juste passer un autre extrait du seul et unique, un gars très spécial, Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre. Parce que je pense que cela met en lumière une partie de la confusion que les gens peuvent avoir face à ce qui est en réalité un calcul politique très soigneux dans le choix des mots. Donc je veux juste diffuser cela. Voilà. Pete Hegseth. Eh bien, malheureusement, la faiblesse de l'administration précédente a rapproché la Russie et la Chine. Ce fut un terrible développement, un manque de leadership américain et un manque de force américaine. Et vous l'avez vu partout dans le monde, et cela s'est manifesté dans ce que nous avons vu hier soir à la télévision. Mais c'est pourquoi le président Trump nous a chargés au département de la Défense de nous préparer à reconstruire notre armée de manière historique, de restaurer l'éthos guerrier et de rétablir la dissuasion. Pas parce que nous cherchons le conflit, nous ne le faisons pas. Et nous avons été clairs là-dessus avec la Chine, la Russie ou d'autres, mais parce qu'en étant préparés, vous l'empêchez. Bon, malheureusement. So Ben, we obviously know that with the United States, Alors, Ben, tu sais, nous savons évidemment qu'avec les États-Unis, quand la classe politique, que ce soit au département de la guerre ou à la présidence, dit quelque chose, nous savons que la parole donnée a valeur de vérité et qu'on peut totalement leur faire confiance. Donc, la Russie et la Chine n'ont absolument rien à craindre. Donc, je veux ta réaction à cela, Ben, parce que ce qu'il vient de dire là, c'est exactement ce qu'il a dit à Trump pendant tout ce fiasco du changement de nom. Et cela continue à désigner la Russie et la Chine comme étant, en quelque sorte, la cible ultime, mais avec un langage de dissuasion et prévention du conflit, entre guillemets, plutôt que de l'entamer et de l'escalader, tout en continuant à employer le vocabulaire de la préparation, ce qui, comme Pete Hegseth l'a dit de nombreuses fois auparavant, signifie se préparer à la guerre. Donc, se préparer à la guerre pour la paix. Tes réactions à cela? Yeah, well, this is always the Orwellian rhetoric of the US empire. Oui. Eh bien, c'est toujours la rhétorique orwellienne de l'Empire américain. Ils doivent faire la guerre afin de faire avancer la paix. En fait, Pete Hegseth répète constamment le slogan de son ancien peloton lorsqu'il était dans l'armée américaine. Pour nous préparer à la paix, nous devons nous préparer à la guerre. Quelque chose dans ce genre. Je veux dire, encore une fois, c'est littéralement la guerre, c'est la paix c'est la guerre. Et tu sais, Hegseth est un type très drôle, parce qu'il est vraiment un acteur. Tu vois, un peu comme Zelensky est un acteur. Alors qui est Pete Hegseth? D'où vient-il? Oui, il a été dans l'armée américaine, mais ce n'était pas un officier militaire important. C'est un animateur de Fox News. Donc il a passé quelques années dans l'armée, puis il est allé à Harvard d'ailleurs. Tu sais, c'est tellement ironique, parce que l'administration Trump adore se présenter comme populiste et attaquer ce qu'ils appellent les élites. Et ils redéfinissent les élites comme étant, tu sais, des libéraux en vue, comme si c'était eux, les vraies élites, et pas les oligarques milliardaires de la Silicon Valley et de Wall Street qui remplissent l'administration Trump. Je veux dire, Elon Musk ne fait plus partie de son administration, mais Elon Musk est l'homme le plus riche du monde. Si lui n'est pas une élite, ce mot ne veut strictement rien dire. De plus, le secrétaire au Trésor de Trump, Steven Mnuchin, est un gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire de Wall Street qui a déjà travaillé pour George Soros. Et pourtant, apparemment, lui non plus ne ferait pas partie des élites. Et puis tu regardes Trump, tu regardes... Enfin bref, je pourrais continuer encore et encore. Il y a une douzaine de milliardaires dans l'administration Trump, y compris Trump lui-même. Et soit dit en passant, la famille Trump vient de gagner 5 milliards de dollars selon le Wall Street Journal en lançant une nouvelle arnaque crypto.
Donc je veux dire, si eux ne sont pas l'élite, ce sont littéralement des milliardaires. Le point que je veux souligner, c'est que Hegseth, ce juriste formé à Harvard, était animateur à Fox News. Trump le regardait fréquemment à la télévision et a dit « J'aime ce type, je vais en faire le chef du Pentagone ». Et je souligne toujours, Danny, on en a déjà parlé plusieurs fois lors de nos précédents directs. En 2020, Hegseth a publié un livre délirant intitulé American Crusade, dans lequel il disait très clairement et fièrement que la droite américaine, à laquelle il s'identifie fortement, mène une guerre sainte. Il a utilisé ce terme, une guerre sainte et une croisade. Et il a précisé qui sont les principales cibles de cette guerre sainte. La Chine. Numéro 1, la Chine, la gauche internationale, et aussi l'islam, et en particulier l'Iran. Il déteste aussi la Turquie, parce que c'est un pays à majorité musulmane. Bref, c'est un membre de l'OTAN, peu importe. Donc voilà l'homme qui dirige aujourd'hui le département de la guerre. Et dans ce livre, American Crusade, il a dit très clairement qu'il voulait renverser le gouvernement chinois. Et il a affirmé que la Chine allait lécher ses plaies pendant des centaines d'années. Il veut donc une nouvelle ère d'humiliation en Chine. Je veux dire, si tu es à Pékin, tu as des analystes et des chercheurs très intelligents qui, j'en suis sûr, ont lu le livre de Pete Hegseth et connaissent ses opinions sur la Chine. Donc d'accord, probablement qu'il publie une stratégie de défense, une stratégie nationale de défense qui dit « Nous ne voulons pas de guerre. Notre priorité est l'hémisphère occidental. » Très bien, mais cela reste essentiellement destiné aux relations publiques. Penses-tu vraiment que le Pentagone publie sa stratégie la plus importante, son évaluation interne la plus cruciale et des informations sur l'orientation qu'il compte prendre à l'avenir? Non. Tout l'objet de la stratégie de défense nationale, c'est de la communication publique. Donc, tout le récit de l'administration Trump, c'est « nous nous concentrons sur la politique intérieure, Make America Great Again », toutes ces absurdités. Mais en réalité, il cherche à affirmer l'hégémonie américaine partout dans le monde. C'est pourquoi ils poursuivent le génocide à Gaza. Trump prévoit de procéder à un nettoyage ethnique de tous les Palestiniens hors de Gaza pour y construire de l'immobilier de luxe. Ils ont désormais un plan officiel de nettoyage ethnique qui a fuité. Qu'est-ce que cela a à voir avec Make America Great Again? Qu'est-ce que cela a à voir avec la stratégie de défense nationale qui prétend qu'ils vont seulement se concentrer sur l'hémisphère occidental? Évidemment, rien à voir. Parce que, en réalité, il s'agit de l'Empire américain, qui reste toujours la priorité. Et cela montre aussi que, même si Trump, si nous pouvions croire Trump, et personne ne peut croire Trump, même pas ses propres partisans, regarde toute l'affaire Epstein, c'est un menteur pathologique. Mais même si nous pouvions croire Trump et qu'il voulait vraiment, en tant qu'individu, retirer les États-Unis de toutes ces guerres étrangères, la machine impériale américaine est un appareil massif, avec des millions de personnes dedans, des millions de rouages et toutes ces différentes pièces de cette énorme mécanique. Le président des États-Unis est puissant, mais il ne peut pas à lui seul changer entièrement la direction de cet empire. Regarde le premier mandat de Trump. Tout ce qu'il a fait, c'est mener davantage de guerres. Il a commencé la guerre contre l'Iran, que Trump poursuit maintenant dans son second mandat. Je veux dire, on pourrait continuer encore et encore. Donc tout cela n'est que de la communication. Ces fuites en politico, provenant de sources anonymes à l'intérieur de l'administration Trump, font toute partie de ce récit ridicule. Pendant ce temps, alors que nous parlons, il menace de bombarder, voire d'envahir le Venezuela. Qu'est-ce que cela a à voir avec Make America Great Again? Évidemment, rien. Ils disent que cela a à voir avec la drogue. C'est un non-sens complet. Le Venezuela n'est pas un grand producteur de drogue. C'est comme les armes de destruction massive. Ouais, Marco Rubio dit que l'ONU n'a pas d'importance, mais regardez les données des experts des Nations Unies, les principaux experts du commerce de la drogue. La majorité de la cocaïne dans le monde provient de la Colombie, historiquement l'allié le plus proche des États-Unis en Amérique du Sud. Maintenant, pour la première fois de son histoire, la Colombie a un dirigeant de gauche, Gustavo Petro, et les États-Unis essaient de le déstabiliser. Mais la Colombie, tout le monde le sait, est l'épicentre de la production de drogue.
pas le Venezuela. C'est le voisin du Venezuela. De même, l'Équateur est devenu un grand centre de la drogue sous un autre proche allié des États-Unis. En gros, dans toute l'histoire de l'Amérique latine, plus un dirigeant était proche des États-Unis, plus il était susceptible d'être impliqué dans le trafic de drogue. Regardez donc, dans le cas de l'Équateur, il est actuellement gouverné par un fils raté milliardaire. Son nom est Daniel Noboa. C'est le fils du plus riche oligarque milliardaire du pays. Et tout le monde sait, cela a été largement rapporté, que le père de Noboa, le père du président, est étroitement lié à la mafia albanaise. Et il possède personnellement des ports privatisés en Équateur qu'il utilise pour mettre de la cocaïne dans des caisses de bananes. C'est incroyable que sous ce genre de régime néocolonial, l'Empire américain ait essayé de transformer à nouveau l'Équateur en une soi-disant république bananière, où le président est le fils de l'oligarque milliardaire qui utilise des caisses de bananes pour expédier de la cocaïne. Et il n'y a aucune discussion à ce sujet parce que Noboa est l'un des plus proches alliés ou marionnettes des États-Unis dans la région. Et il a imposé une loi qui permet à l'armée américaine d'accéder à l'Équateur quand elle le veut, sans demander la permission du gouvernement équatorien. Les États-Unis colonisent l'Équateur et c'est ce que l'Empire américain veut faire au Venezuela. Et c'est ce qu'il veut faire à tous les autres pays de la région, les transformer tous en vassaux, dirigés par ces oligarques de droite, ces milliardaires qui servent les intérêts des entreprises américaines. L'Équateur est malheureusement l'exemple parfait de ce que les États-Unis envisagent pour la région. Au fait, j'ai mentionné ce fils raté milliardaire, Noboa. C'est un citoyen américain, vous savez où il est né? Il est né en Floride. Et pourtant, il est le président de l'Équateur. C'est littéralement un Américain qui dirige l'Équateur au nom des entreprises américaines et de son père milliardaire. Voilà la vision que les États-Unis ont pour l'Amérique latine. Et c'est pourquoi ils sont tellement obsédés par le renversement du gouvernement révolutionnaire indépendant du Venezuela. Ben, I'm curious about the timing of it. Ouais. Tu sais, Ben, je suis aussi curieux du timing, parce que bien sûr, quand il s'agit du Venezuela, ce n'est pas comme si les États-Unis avaient jamais vraiment relâché leur effort de guerre pour un changement de régime contre lui, le gouvernement bolivarien, Nicolás Maduro, etc. Mais en même temps, il y a un timing intéressant, étant donné que Pete Hegseth, quand il dit nous voulons juste de la dissuasion, nous ne voulons pas de conflit avec la Russie et la Chine, eh bien, récemment, ils ont réagi à ce développement. Ce gigantesque défilé militaire qui a eu lieu en Chine pour le 80e anniversaire de la victoire contre l'agression japonaise. Et voici seulement quelques-unes des armes qui ont été présentées lors de ce grand défilé. Des missiles balistiques intercontinentaux. Tu avais des missiles balistiques intercontinentaux stratégiques avec d'énormes capacités nucléaires, de nouveaux systèmes de défense aérienne. C'était un vrai spectacle. Et j'ai entendu beaucoup dire que c'était pour montrer au peuple chinois, pas forcément pour montrer aux États-Unis, mais pour montrer au peuple chinois que ce qui leur est arrivé aux mains du Japon aidait, dans une certaine mesure, avant 1940 et un part. Les États-Unis, cela ne se reproduirait plus jamais. Mais en même temps, Ben, c'était pas tout ce qui s'est passé, ce qui sûrement donne des frissons à l'administration Trump et la pousse probablement à chercher un changement de priorité. Eh bien, voici Donald Trump qui admet, 10 ans, que l'Inde et la Russie semblent être perdues, au profit de la Chine la plus sombre, la plus profonde. Je veux dire, c'est le genre de langage que Donald Trump utilise en tant que président des États-Unis. Et en même temps, Ben, tu sais, il y a eu Poutine, c'était énorme. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, précédant le 80e anniversaire de la victoire
chinoise sur l'agression japonaise. Et bien sûr, il y avait Vladimir Poutine, il y avait Kim Jong-un, il y avait des dirigeants de tout le monde multipolaire, qu'ils aient participé ou non, marchant côte à côte avec Xi Jinping lors de ce défilé. Et voici quelques mots de Vladimir Poutine que je trouve intéressants, qui décrivent exactement la mentalité du monde multipolaire et qui amènent sans doute Donald Trump à dire des choses comme « Eh bien, on les a un peu perdus au profit de la Chine ». Voilà. Vous avez des pays comme l'Inde, presque 1,5 milliard de personnes là. Chine avec des économies puissantes, mais ils ont aussi leurs propres mécanismes politiques internes et leurs propres lois. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il va vous punir, vous devez penser comment la direction de ces pays, de ces grands pays, qui ont, eux, aussi connu des périodes difficiles dans leur histoire, ce qui signifie le colonialisme, les attaques contre leur souveraineté pendant de longues périodes, comment pourraient-ils accepter cela ? Vous devez comprendre que si l'un d'entre eux montre de la faiblesse, sa carrière politique sera terminée et cela influence son comportement. Tout comme l'ère coloniale est désormais révolue, ils doivent réaliser qu'ils ne peuvent plus utiliser ce langage lorsqu'ils s'adressent à leurs partenaires. So, Ben, how big was it and how much did it impact Alors, Ben, à quel point c'était important et quel impact cela a-t-il eu sur l'establishment de la politique étrangère des États-Unis de voir tout cela se produire en même temps? Quelle a été l'importance de ce moment pour le mouvement vers la dédollarisation et vers un monde multipolaire? Non seulement ce défilé a montré à quel point la Chine dispose d'une force de dissuasion militaire puissante, mais il y avait aussi tout cela, la Russie, la Chine, l'Inde, Kim, la République populaire démocratique de Corée, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'ouverture d'une nouvelle banque de développement. Il y a eu tellement de développement. Quel a été l'impact de tout cela sur ces tendances émergentes que nous suivons? Yeah, this week has been very important, the first week of September. Ouais. Cette semaine a été très importante, la première semaine de septembre, parce que plusieurs choses importantes se sont produites. Tout d'abord, il y a eu le sommet de Tianjin de l'Organisation de coopération de Shanghai, et puis un événement séparé a eu lieu le 3 septembre, ce gigantesque défilé militaire chinois. Ils sont liés, mais un peu différents. Donc je vais répondre aux deux. D'abord, je veux juste faire une remarque rapide sur le défilé militaire. Et l'une des raisons pour lesquelles je pense que les États-Unis étaient si en colère n'est pas seulement à cause de ce partenariat croissant entre la Chine et la Russie et de l'amélioration des relations entre la Chine et l'Inde, mais aussi parce que le défilé militaire de la Chine était évidemment bien plus professionnel que le désastre que les États-Unis ont appelé leur soi-disant défilé militaire pour l'anniversaire de Trump. Souvenez-vous, Trump voulait un grand défilé militaire pompeux, et ça a été un désastre complet. Les soldats américains étaient totalement indisciplinés. Ils se baladaient en traînant des pieds, ils ne défilaient même pas. Et quand tu regardes ces soldats chinois, c'est très impressionnant. Sans parler de tout l'équipement militaire chinois. Et d'après ce que j'ai lu, la Chine a montré pour la première fois au monde entier qu'elle possède des technologies très avancées, y compris des missiles hypersoniques, des avions sans pilote, des sous-marins sans pilote et toutes ces choses. Alors la Chine, tu sais, c'était vraiment une démonstration de force. Et la Chine a vraiment montré aux États-Unis, au monde entier et au peuple chinois qu'elle possède l'une des armées les plus avancées. Les États-Unis ne devraient vraiment pas la sous-estimer. Et en comparant cela, juste en faisant une comparaison, je veux dire, c'est tellement drôle de regarder ce que faisaient les soldats américains. Je veux dire, là, ils sont tous juste, je veux dire, ils ne marchent absolument pas en unisson. Et honnêtement, c'est l'un des meilleurs moments. Il y a eu des passages où il y avait juste 3 hommes qui marchaient au hasard. Mais oui, c'est vraiment embarrassant. Certains tenaient quelque chose de très petit, qui ressemblait presque à un drone grand public, tu sais, juste en train de le tenir un peu comme une figurine, d'action.
Bref, continue. Oui, cela montre juste à quel point tout est désorganisé. Je veux dire, l'armée américaine est habituée à simplement bombarder des femmes et des enfants et à occuper l'Afghanistan, occuper l'Irak. Comment pourrait-il combattre la Chine d'ailleurs? Donc tout cela est lié à tes questions sur la réponse de Trump et à ces absurdités divulguées dans Politico à propos du soi-disant projet de stratégie de défense nationale, supposément axé uniquement sur l'hémisphère occidental et davantage sur la Chine. Une partie de cela reconnaît que les États-Unis ne peuvent pas gagner une guerre contre la Chine. Tu sais, le Pentagone a fait tellement de simulations de guerre et ils perdent toujours, ou, dans le meilleur des cas, les deux camps perdent. Mais il n'y a aucun cas où l'armée américaine gagne une guerre contre la Chine. Donc, à un moment donné, ils doivent planifier en conséquence, et leurs plans sont plutôt... Ouais, voilà de quoi je parle. Il y a juste 3 hommes qui marchent au hasard. Je veux dire, c'était tellement clairement désorganisé avec un drone à la main. C'est embarrassant. Donc, compare simplement cela à la Chine et le monde entier pouvait voir les deux. Donc, d'accord. Voilà un point que je voulais souligner. Maintenant, en ce qui concerne, eh bien, tant qu'on y est, je vais parler du défilé militaire, puis je parlerai du sommet SEO. Le sommet SEO était important parce que le Premier ministre indien Narendra Modi était présent. Mais je dois souligner que Modi n'était pas à l'événement le 3e jour. Il est parti avant. Donc, nous ne savons pas exactement pourquoi, s'il a choisi de ne pas y assister, s'il ne voulait pas apparaître avec Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, ou sûrement s'il n'a pas été invité. Honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait que je demande autour de moi pour comprendre ce qui s'est passé. Mais parlons d'abord de l'événement du 3e jour. C'était le défilé militaire. Cela avait beaucoup de symbolisme, à plusieurs niveaux. Tout d'abord, c'est le 80e anniversaire de la défaite de l'Empire japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en Chine, la Seconde Guerre mondiale est connue comme la guerre contre l'agression japonaise et la guerre mondiale antifasciste. La Chine souligne toujours, bien sûr, cela fait partie de la tradition du Parti communiste, l'internationalisme, et en particulier comment la guerre que le peuple chinois a menée contre l'Empire japonais faisait partie d'une guerre mondiale contre le fascisme, et comment l'Union soviétique était alliée de la Chine dans cette guerre. Bien sûr, l'Union soviétique a été la principale force qui a vaincu l'Allemagne nazie. 80% des pertes nazies pendant la Seconde Guerre mondiale ont eu lieu sur le front de l'Est, en combattant l'armée rouge soviétique. Tu sais, aux États-Unis, si tu as été éduqué dans les écoles publiques américaines comme moi, on t'apprend que les États-Unis ont vaincu l'Allemagne nazie, ce qui est complètement historiquement faux. C'était l'Union soviétique, pas les États-Unis. Les États-Unis ont aidé via le programme Lend-Lease, principalement en fournissant de l'équipement militaire à l'Union soviétique. Mais les soviétiques ont fait l'immense majorité des combats et ont brisé le dos de l'Empire nazi. C'est pourquoi même Winston Churchill, un horrible criminel de guerre et colonialiste qui a supervisé des crimes génocidaires dans l'Inde colonisée par les Britanniques, a admis à contre-cœur que les soviétiques ont arraché les entrailles des salles nazies. C'est une citation de Churchill. L'armée rouge soviétique a arraché les entrailles des salles nazies. Churchill a reconnu que l'armée rouge avait fait l'immense majorité du travail pour vaincre l'Allemagne nazie. De même, le rôle de la Chine dans la défaite de l'Empire japonais n'est pas largement enseigné dans les écoles occidentales. Encore une fois, j'ai été éduqué aux États-Unis et je n'avais jamais appris que 20 millions de Chinois sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. 20 400 000 Américains sont morts. 20 millions de Chinois sont morts. 26 millions de Soviétiques sont morts. Donc, si l'on combine l'Union soviétique et la Chine, on parle de 46 millions de morts, comparé à 400 000 aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cela montre si tu comprends la différence exponentielle, la différence d'ordre de grandeur. Tu peux voir que du point de vue de la Chine et de l'Union soviétique, cet événement était très important, car ils commémoraient leur victoire dans cette guerre historique et leur partenariat.
Parce qu'avant tout, il faut souligner que pour la Chine, la Seconde Guerre mondiale n'a pas commencé en 1939, comme elle a commencé dans le théâtre européen avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Elle a en fait commencé bien plus tôt, en 1931, lorsque l'Empire japonais a envahi la Chine et a commencé à coloniser le nord du pays, prenant la Mandchourie et descendant vers le sud, puis prenant fameusement Nankin, avec le massacre de Nankin. Donc, pour le peuple chinois, la Seconde Guerre mondiale, ce qui signifie ce que nous appelons Seconde Guerre mondiale, pour eux, la guerre contre l'agression japonaise a duré 14 ans, de 1931 à 1945. 20 millions de personnes sont mortes. C'est juste. Le fait que cette histoire ne soit pas vraiment bien connue en Occident est vraiment tragique, car tu ne peux pas comprendre la Chine d'aujourd'hui sans comprendre cette histoire. Et bien sûr, cette histoire est aussi liée à l'histoire de la Révolution chinoise, n'est-ce pas? Parce que la Chine a été partiellement colonisée pendant 100 ans, à partir de la première guerre de l'opium, autour de 1839. La Chine a commencé à être colonisée par les puissances coloniales occidentales et le Japon. Aussi récemment qu'en 1900, l'armée des 8 nations a envahi la Chine. Et qu'était l'armée des 8 nations? C'était les puissances coloniales occidentales, plus le Japon, travaillant ensemble pour coloniser la Chine. Parmi eux, soit dit en passant, se trouvaient les États-Unis. Les États-Unis faisaient partie de cette armée coloniale avec les puissances coloniales européennes et le Japon qui ont envahi Pékin en 1900 et 1901. Donc c'est pour le peuple chinois. C'est une histoire très récente. La Chine est un pays qui a 5000 ans d'histoire. Remonter 100 ans en arrière n'est rien dans la conscience historique chinoise. C'était l'une des principales motivations de la Révolution chinoise. Annuler l'héritage du siècle de l'humiliation et restaurer la souveraineté de la Chine. Et une des raisons pour lesquelles les communistes étaient si populaires, c'est parce que le parti nationaliste, le Kuomintang, sous la direction de Chiang Kai-shek, n'a pas été capable de défendre la souveraineté de la Chine contre les impérialistes occidentaux et les impérialistes japonais. Ce sont finalement les communistes qui ont vaincu les nationalistes par la suite. Donc, tu avais 14 années de guerre contre les envahisseurs japonais. Ensuite, il y a eu une guerre civile après l'expulsion des Japonais et la défaite des nationalistes. Ils se sont réfugiés à Taïwan, puis en 1949, en octobre, le 1er, les communistes ont officiellement déclaré la création de la République populaire de Chine. Donc tu ne peux pas comprendre l'histoire de la création de la République populaire de Chine sans comprendre cette histoire de la guerre contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. D'accord? Donc je sais que j'en ai beaucoup parlé, mais il est très important de comprendre pourquoi cela est si significatif en Chine pour le 420e anniversaire. Parce que je veux dire, aux États-Unis, les gens, ils ne peuvent pas apprécier le niveau de destruction et les massacres horribles qui ont eu lieu pendant la guerre. Car pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient le seul grand participant qui n'a vraiment subi aucune destruction. Sauf à Hawaï, n'est-ce pas? Je veux dire, les États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, l'une des raisons pour lesquelles ils ont pu construire cet empire mondial, c'est que toutes les autres grandes puissances avaient été physiquement détruites pendant la guerre. Donc cette partie est très importante. De plus, bien sûr, ce qui est important, c'est que le centre de cette célébration était le président Xi Jinping et Vladimir Poutine. Tous deux ont fortement souligné, lors d'une réunion qu'ils ont tenue, et dans les comptes rendus diplomatiques, que les relations entre la Chine et la Russie sont aujourd'hui plus proches qu'elles ne l'ont jamais été. Et ils ont insisté sur le fait qu'aucune puissance étrangère ne pourra briser leurs relations, ce qui fait évidemment référence aux États-Unis. Donc c'est un autre symbole de la proximité de ces deux pays et de l'échec de Donald Trump à les diviser ou, comme l'a dit Trump, à les désunir. En octobre 2024, une semaine avant l'élection, Trump s'est engagé dans une interview avec Tucker Carlson. Il a dit « Je vais désunir la Russie et la Chine. Je sais que je peux le faire. »
Évidemment, il a échoué. Donc voilà un autre enseignement. Un troisième point important est que cet événement ne concerne pas seulement la Chine et la Russie. Bien sûr, l'Union soviétique et la Chine étaient les principaux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais la Chine a également invité de nombreux dirigeants importants du Sud global. Car, symboliquement, cet événement montrait aussi comment le Sud global se rassemble pour lutter contre l'impérialisme et le fascisme aujourd'hui, au XXIe siècle. Et l'implication subtile, vous savez, le président Xi ne l'a pas dite explicitement, mais l'implication subtile était que l'Empire américain suit les traces de l'Allemagne nazie et du Japon impérial. Je veux dire, ce n'est pas une coïncidence que, immédiatement, même avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, la CIA, à travers l'opération Paperclip, ait commencé à recruter des milliers de scientifiques nazis et criminels de guerre. La NASA a été partiellement créée par des nazis comme Werner von Braun, qui était un horrible criminel de guerre nazi, et il a contribué à diriger la NASA. Donc les États-Unis, la CIA, ont recruté tous ces fascistes avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'ils se préparaient à la guerre froide contre l'Union soviétique. Et bien sûr, les États-Unis ont occupé le Japon. Encore aujourd'hui, les États-Unis occupent le Japon. Ils ont créé un gouvernement fantoche. Les États-Unis ont créé le LDP, le Parti libéral-démocrate. C'est pratiquement un État à parti unique, presque sans exception depuis 1955. Donc, je veux dire, les États-Unis ont contribué à recréer ces anciens régimes fascistes. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, beaucoup d'enfants aux États-Unis, quand ils étudient l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ne savent même pas que les États-Unis étaient techniquement alliés avec l'Union soviétique et la Chine. Bien que, encore une fois, j'ai déjà parlé du fait que la Chine et l'Union soviétique ont accompli la grande majorité du sacrifice et de la contribution pour vaincre le fascisme et l'impérialisme. Donc, clairement, cet événement montrait comment le Sud global se rassemble pour lutter contre le nouvel impérialisme et le nouveau fascisme, qui est l'impérialisme et le fascisme dirigés par les États-Unis. Et c'est pourquoi il était important que cet événement inclue également la présence des dirigeants de l'Iran, Ebrahim Raisi, président de l'Iran, du leader de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un, ainsi que du président de l'Indonésie, un pays très important et l'un des plus peuplés au monde. Il incluait le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, un haut représentant du Nicaragua, ainsi que des représentants de plusieurs États africains et d'États d'Asie centrale. Il incluait également le Premier ministre et le président du Vietnam. Donc de véritables poids lourds, des pays très importants du Sud global, se réunissant et affirmant qu'ils travaillent à construire un monde plus multipolaire contre le néocolonialisme et le néofascisme. D'accord. Enfin, je ne sais pas si tu veux que je parle du sommet SCO ou si tu veux ajouter quelques commentaires. Non, vas-y Ben. D'accord. Donc, voilà l'importance symbolique de l'événement du 3 septembre. Premièrement, il a montré la puissance de l'armée chinoise. Deuxièmement, c'était un signe de l'unité sino-russe. Troisièmement, c'était un symbole d'antifascisme et d'anti-impérialisme, ainsi que du sacrifice héroïque accompli par les peuples de Chine et de l'Union soviétique. Et enfin, c'était un symbole de l'unité du Sud global. D'accord. Le sommet SEO était différent politiquement. Il avait un caractère politique très différent, il n'était pas aussi explicitement anti-impérialiste, et bien sûr, il incluait la présence de l'Inde, qui, vous le savez, a un gouvernement très conservateur et de bonnes relations avec les États-Unis. Donc, il n'allait sûrement pas adhérer à des messages d'anti-impérialisme et d'antifascisme. Cependant, l'Inde joue un rôle géopolitique complexe, très similaire à la Turquie, n'est-ce pas? Il joue constamment sur les deux tableaux. Mais je veux dire, c'est mieux que de rester fermement dans le camp américain. Évidemment, on préférerait qu'il soit non aligné. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant de nombreuses années, vraiment pendant des décennies, les États-Unis ont essayé de recruter l'Inde pour l'intégrer dans le camp américain, afin d'isoler la Chine dans le cadre d'une stratégie de diviser pour régner. C'est ce que Donald Trump voulait également faire avec la Russie,
mais cela a évidemment complètement échoué. Cependant, depuis la chute de l'Union soviétique et pendant la Première Guerre froide, l'Inde était assez proche de l'Union soviétique. À l'époque, elle était principalement gouvernée par le Congrès national indien, un parti de gauche anticolonialiste. Il avait été dirigé par le mouvement anticolonial en Inde, y compris Jawaharlal Nehru, qui était un socialiste. Donc c'était un leader de gauche anticolonial. Et puis avec le temps, surtout dans les années 80 et 90, avec la chute de l'Union soviétique et l'essor du néolibéralisme, l'Inde est devenue plus néolibérale. Elle a libéralisé son économie, s'est ouverte aux marchés financiers internationaux et a commencé à se rapprocher des États-Unis. Et puis surtout en 2014, avec l'élection de Narendra Modi du BJP, un parti nationaliste hindou conservateur, Modi est devenu le leader indien le plus pro-américain de l'histoire. Un diplomate américain s'en est vanté, le qualifiant fièrement de leader indien le plus pro-américain. Par exemple, historiquement, l'Inde avait été très pro-Palestine sous le parti du Congrès. Elle avait fortement soutenu la lutte nationale de libération palestinienne et Modi a progressivement rapproché l'Inde d'Israël. Ainsi, l'Inde soutient désormais fermement Israël, et ce, avec ce terrible génocide à Gaza. Donc je veux dire, c'est une trahison claire du passé de l'Inde, de son histoire d'association avec le Sud global, ce qui était autrefois connu sous le nom de mouvement du tiers-monde. Mais Trump, ironiquement, même si cela a été une tendance bipartite remontant à Barack Obama, qui est arrivé au pouvoir lorsque Modi est entré en fonction, vous savez, Obama, qui se disait soi-disant progressiste, mais qui était en réalité un dirigeant de droite corrompu qui a renfloué Wall Street. Le soi-disant démocrate progressiste n'a eu aucun problème à travailler très étroitement avec Narendra Modi, ce nationaliste hindou très conservateur de droite issu de son parti Bharatiya Janata Party, qui est opposé à la laïcité et veut transformer l'Inde en un État théocratique, qu'ils appellent le Hindu Rashtra. Mais bien sûr, les démocrates n'ont aucun problème à travailler avec des monarchies théocratiques comme l'Arabie saoudite. Ils n'ont aucun problème à collaborer avec des régimes d'extrême droite lorsque cela sert les intérêts de l'Empire américain et lorsqu'ils essayent d'étouffer la Chine, ce qui était leur objectif. Ainsi, les États-Unis progressaient, se rapprochant de l'Inde. Mais ironiquement, Trump a donné la priorité au déficit commercial des États-Unis, au déficit du compte courant. Trump est donc vraiment en colère face au fait que les États-Unis ont un déficit commercial massif avec le reste du monde. Il force donc d'autres pays à signer des accords commerciaux défavorables qui bénéficient aux États-Unis au détriment de ces pays. C'est ce que Trump a fait avec l'Union européenne, où l'UE accepte désormais des droits de douane américains de 15% sur les exportations européennes vers les États-Unis, mais 0% de droits européens sur les exportations américaines vers l'Europe. Un accord complètement inégal. Trump essaie de forcer l'Inde à signer un accord similaire. L'Inde a un excédent commercial assez important avec les États-Unis. Trump en est très mécontent et les États-Unis sont en réalité un partenaire commercial majeur de l'Inde. Ainsi, Trump impose des droits de douane très élevés de 50% à l'Inde, ce qui pourrait causer beaucoup de dommages à l'économie indienne. C'est en fait le taux de droits de douane le plus élevé au monde, à égalité avec le Brésil. Les deux ont 50%. Ce n'est pas une coïncidence d'ailleurs que le Brésil et l'Inde soient tous deux membres des BRICS. Trump s'est également engagé à essayer de diviser les BRICS et de saboter le groupe, et il a dit qu'il allait utiliser les droits de douane pour cela. Cela a donc irrité la direction indienne, et parce que Narendra Modi, sur le plan intérieur, adopte ce discours nationaliste de rendre l'Inde grande à nouveau, de faire de l'Inde une puissance mondiale. Même si Modi et Trump ont historiquement été de très proches alliés et amis, ils étaient très amicaux pendant le premier mandat de Trump. Modi a visité le Texas en 2019 pour le sommet Howdy Modi, et symboliquement, il y avait une photo de Trump et Modi se tenant la main lors du sommet, montrant à quel point ils étaient proches. Eh bien, maintenant vous savez, Trump impose ses droits de douane massifs à l'Inde, et Modi doit essayer de sauver la face. Que fait-il alors? Il dit
très bien, nous allons améliorer nos relations avec la Chine, ce qui est une carte qu'ils peuvent jouer contre les États-Unis. Ainsi, pour la première fois depuis près de 8 ans, Modi a effectué un voyage en Chine et a assisté au sommet de Tanein en septembre. Et cela a été très symbolique, car Modi a veillé sur son compte officiel Twitter à partager des photos avec Xi Jinping et Vladimir Poutine, les trois ensemble, ce qui est un message clair à Trump. Vous savez, Trump pense que le monde entier n'a d'autre option que de commercer avec les États-Unis, que les États-Unis sont le seul jeu en ville et qu'il peut utiliser les droits de douane pour intimider les pays et les forcer à se soumettre. C'était un signe de l'Inde, indiquant aux États-Unis « Nous avons des options ». Comme la Turquie, encore une fois, elle a cette politique étrangère non alignée où lorsque les États-Unis font quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils peuvent se rapprocher de la Chine, ou quand ils veulent contrarier la Chine parce que la Chine fait quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils peuvent se rapprocher des États-Unis. C'est donc l'autonomie stratégique. Maintenant, je ne m'attends pas à ce que ce soit une tendance à long terme. Je ne pense pas que l'Inde et la Chine vont être de très proches partenaires à l'avenir, malheureusement. Cela serait une bonne chose, mais je ne vois pas cela se produire, surtout sous la direction de Modi. Sûrement, si le parti du Congrès revient au pouvoir, ils amélioreraient sûrement un peu les relations. Mais vous savez, le fait est que l'Inde est une puissance majeure. L'Inde compte 1,4 milliard d'habitants. C'est la troisième plus grande économie de la planète après les États-Unis, la deuxième plus grande. La Chine est la plus grande lorsque l'on mesure leur PIB en parité de pouvoir d'achat. L'économie indienne croît, mais pas aussi rapidement qu'elle le pourrait. Elle est très en dessous de son potentiel, mais elle croît bien. Et l'Inde est une puissance majeure. Elle le restera à l'avenir. Je ne sais donc pas. Trump avait cette idée, et les démocrates avaient aussi cette idée, qu'ils pouvaient essentiellement forcer l'Inde à suivre tout ce que les États-Unis voulaient. L'Inde va maintenir sa propre politique non alignée d'autonomie stratégique, et nous pouvons également le constater avec les relations de l'Inde avec la Russie. En effet, l'Inde entretient d'excellentes relations avec la Russie depuis des décennies. Pendant la première guerre froide, l'Inde était très proche de l'Union soviétique. Et depuis, elle est restée très proche. Si l'on regarde les sondages parmi le peuple indien, ils indiquent que la Russie est leur allié le plus important. Et les sondages montrent que la Chine, ils ne la considèrent pas comme une alliée. Ils considèrent que c'est un pays avec lequel ils doivent composer, avec lequel ils doivent travailler. Car leurs voisins, ce sont les deux pays les plus peuplés de la planète, avec de vastes économies. Et ils ont besoin de la Chine pour leur industrie. Ils ont vraiment besoin de la Chine pour leur industrie. Oui. Et en réalité, il s'agit d'une nouveauté. Au cours des dernières années, l'Inde avait beaucoup de restrictions sur les investissements chinois. Mais de plus en plus, l'Inde lève ses restrictions car elle souhaite attirer des investissements chinois et faire quelque chose que la Chine a fait, ce qui honnêtement est une bonne chose pour eux et c'est une bonne politique. La Chine s'est ouverte grâce à sa politique de réforme et d'ouverture sous Deng Xiaoping en 1978. La Chine a autorisé les investissements étrangers, mais sous condition de transfert de technologie. Deng appelait cela « technologie contre marché ». Transfert de technologie contre accès au marché. Et c'est exactement ce que dit l'Inde. Même chose. C'est très raisonnable. Ils disent très bien, nous voulons des investissements chinois, nous voulons relancer notre industrie. Modi a promis, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2014, avec le programme Make in India, qu'il allait augmenter massivement la fabrication. Il a en réalité échoué à le faire. La part de l'industrie manufacturière dans le PIB indien a diminué, ce qui à leur niveau de développement est un problème majeur, car il faut vraiment industrialiser pour lancer le processus de développement et ensuite passer à des niveaux de fabrication plus élevés et abandonner les niveaux inférieurs. L'Inde n'a pas réussi à le faire. Ainsi, l'Inde veut inviter des investissements chinois et créer des co-entreprises, ce qui signifie créer des entreprises dont 51% appartiennent à une société indienne et 49% à une société chinoise.
Cela pourrait donc être très positif pour le développement économique de l'Inde. Cela l'a certainement été pour la Chine. Ils ont donc des projets sur lesquels travailler, et encore une fois, je ne m'attends pas à ce qu'ils soient des partenaires proches. Mais ce que les attaques de Trump contre l'Inde ont fait, c'est qu'elles ont rappelé à l'Inde qu'elle ne peut pas se permettre d'être trop proche des États-Unis, qu'elle ne peut jamais faire entièrement confiance aux États-Unis. Car même si un autre président arrive et supprime les droits de douane sur l'Inde, un autre Trumpiste peut revenir, un fidèle de Trump, peu importe qui, le prochain Trumpiste. Il pourra également réimposer des droits de douane sur l'Inde. C'était donc un rappel pour l'Inde qu'elle doit rester non alignée, et en améliorant ses relations avec la Chine, c'est également très important pour le développement futur des BRICS. Nous avons parlé de l'Organisation de coopération de Shanghai. Bien sûr, dans les BRICS, il y a eu certains conflits entre la Chine et l'Inde. Mais en améliorant les relations, c'est un signe que les BRICS, vous savez, s'étendent chaque année. Ce projet multipolaire, plus vaste. L'Inde a toujours été un peu un obstacle à ce projet. Elle a toujours freiné, tandis que la Russie essaye toujours de pousser pour un avancement plus rapide, disant qu'il faut aller plus vite. La Chine, plus de membres, encore plus de membres, surtout au sein des BRICS. Je sais que l'Inde avance plus vite dans la dédollarisation, vous savez, en créant simplement de nouvelles institutions maintenant. Comme la Russie, si vous regardez à l'intérieur des BRICS, la Russie est toujours à l'avant-garde, poussant pour un progrès plus rapide. La Chine est un peu plus modérée, mais elle pousse également pour la dédollarisation et la création de nouvelles institutions. Mais la Chine est toujours un peu hésitante, parce qu'elle ne veut pas aller trop vite. Ils sont toujours très prudents et stratégiques. Et puis l'Inde a toujours été la moins motivée. Vous savez, il y a ce diplomate indien, M. K. Bhadra Kumar, qui fait d'excellentes analyses, et il a donné une interview à Glenn Deason, un collègue commun. Dans cette interview, Bhadra Kumar a dit que l'Inde ne soutient pas la dédollarisation, parce qu'elle n'a aucun problème avec le système du dollar. Ce que l'Inde soutient, c'est l'utilisation de sa propre monnaie, l'internationalisation de la roupie, car cela donne à l'Inde plus d'influence économique. Mais maintenant, avec les tarifs de Trump, c'est sûrement un signal d'alerte. Et beaucoup de gens à New Delhi reconsidèrent leurs priorités et se disent « Sûrement nous devrions jouer un rôle un peu plus protagoniste dans ce processus de construction d'un monde plus multipolaire. » Yeah, well, on this note, Ben, then let's talk about the kind of Eh bien, sur ce point, Ben, parlons alors un peu du dollar en déclin, pour ainsi dire, parce que ici, vous avez le Global Times qui parle de la manière dont les États-Unis érodent leur propre puissance financière, avec une crise de confiance dans le dollar américain. Et il y a eu des développements importants que nous n'avons pas encore abordés, et je voulais en souligner certains. Donc, selon Bloomberg, qui a en fait rapporté cela, peu de médias occidentaux grand public en ont parlé. Mais lors de ce sommet, pendant le voyage de 4 jours de Vladimir Poutine en Chine, il y a eu un accord, ou du moins les prémices, d'un accord entre la Chine et la Russie concernant le projet Power of Siberia 2, qui était discuté depuis longtemps et sur lequel il y avait eu des obstacles à l'accord. Mais selon Bloomberg, après des années de résistance contre les ambitions de la Russie, c'est ainsi qu'il le présente pour un nouveau pipeline de gaz massif visant à augmenter significativement les exportations vers l'Est. Il semble que cela soit enfin abouti. Le pipeline Power of Siberia 2 semble devenir une réalité maintenant, ce qui, selon Bloomberg, pourrait vraiment tout changer dans la manière dont l'énergie est transportée et donc dans la manière dont à la fois les États-Unis et nous avons l'Europe en particulier pourraient être de grands perdants dans ce domaine. Danny Haiphong. Mais Ben, je voulais évoquer le secrétaire au commerce, Lutnick, maintenant, car il a eu des choses intéressantes à dire sur exactement tout ce dont nous parlons. Ils ordonnent à l'Inde de faire des choses très spécifiques, et l'une d'elles concerne le dollar américain, en disant explicitement à l'Inde et donc aux BRICS, car je crois que c'est un message
à l'ensemble des BRICS à propos du dollar. Voici. L'Inde ne veut pas encore ouvrir son marché, arrêter d'acheter du pétrole russe, n'est-ce pas? Et arrêter de faire partie des BRICS, n'est-ce pas? Ils sont le lien entre la Russie et la Chine. Si c'est ce que vous voulez être, allez-y. Mais soit vous soutenez le dollar, soit vous soutenez les États-Unis d'Amérique, soit vous soutenez votre plus gros client, qui est le consommateur américain. Ou alors, je suppose que vous allez payer un tarif de 50%, et voyons combien de temps cela va durer, Inde. Voilà, voici l'ultimatum, Ben. Et à bien des égards, c'est juste emblématique et pas seulement de l'approche de l'administration Trump, mais vraiment, c'est le reflet du plus. Grand conflit, géopolitiquement et géoéconomiquement, qui façonne le gigantesque affrontement en cours entre le monde multipolaire émergent et le monde unipolaire des États-Unis. Alors, quels sont tes commentaires à ce sujet? Yeah, that clip, I actually hadn't seen it. That's so revealing. Either support the US Oui, dollar ce clip, je ne l'avais en fait pas vu. C'est tellement révélateur. Soit vous soutenez le dollar américain, soit vous soutenez les États-Unis, soit vous acceptez un tarif de 50%. Je veux dire, c'est la stratégie de l'administration Trump. C'est d'intimider et de menacer les pays du monde entier en disant « Vous devez abandonner vos propres politiques nationales pour mettre en œuvre des politiques qui servent les intérêts des États-Unis. Sinon, nous vous ferons souffrir. » Et beaucoup de pays, au moins les grands pays, les pays puissants, disent « Non, allons-y de notre propre chemin indépendant. » Maintenant, je pense que l'Inde finira par parvenir à un accord avec les États-Unis, mais c'est un signal d'alerte. Et encore une fois, pour les décideurs à New Delhi, qui avaient trop penché vers Washington et étaient devenus très pro-américains, c'est un rude réveil. Ils reconnaissent maintenant qu'ils doivent être plus non alignés. Et c'est pourquoi ils ont amélioré leur relation avec la Chine. D'ailleurs, ce que Lutnick a dit là, et d'ailleurs j'ai parlé plus tôt, de la manière dont l'administration Trump est remplie de milliardaires oligarques, Lutnick en est un autre exemple. C'est un milliardaire de Wall Street, mais il est aussi, il a beaucoup, disons, il a beaucoup d'intérêts personnels qui pourraient entrer en conflit avec certaines politiques. Ou plutôt, ces investissements personnels pourraient bénéficier de certaines politiques mises en œuvre par l'administration Trump. Ce sont des conflits d'intérêts. Quoi qu'il en soit, le point est que ce que Lutnick a dit là est très révélateur, car il a dit que l'Inde devrait cesser d'acheter du pétrole russe, mais l'implication forte était qu'au lieu de cela, l'Inde devrait acheter du pétrole américain. Donc Trump veut réduire le déficit commercial des États-Unis avec l'Inde, et pour ce faire, il va dire « Arrêtez d'acheter du pétrole à la Russie, achetez plutôt notre pétrole ». C'est de cela qu'il s'agit. Et ils veulent aussi que l'Inde quitte les BRICS. Imaginez la honte nationale, le niveau de subordination que cela représenterait. Vous, je pense que votre son est coupé. Test, vous m'entendez? Je vous entends pas. Il a dit, vous vous êtes arrêté à imaginer le... Vous m'entendez? Oui, oui. Vous m'entendez Oui, maintenant? et maintenant, vous revenez dans le focus. Vous êtes bon. Donc, vous avez dit, imaginez le... Continuez. Imagine the level of national shame this would bring upon India if Imaginez le niveau de honte nationale que cela apporterait à l'Inde si elle prenait la décision de se retirer des BRICS sur ordre des États-Unis. Je veux dire, ce serait un message pour le monde entier que l'Inde est subordonnée aux États-Unis et fera tout ce que Washington veut. C'est pourquoi l'Inde ne fera absolument pas cela. Ironiquement, la stratégie précédente des États-Unis consistait à être un peu moins direct et à essayer d'utiliser davantage de carottes et moins de bâtons pour tenter d'amener l'Inde dans le camp américain. Cela ne fait que pousser davantage l'Inde à approfondir son partenariat avec d'autres pays et avec les BRICS et à maintenir une politique étrangère plus non alignée. Donc cela se retourne absolument contre eux. Maintenant, sur la question du dollar américain à Washington, la situation devient de plus en plus désespérée pour plusieurs raisons. Toi et moi, Danny, nous parlons de dédollarisation depuis longtemps, mais généralement, quand nous parlons de dédollarisation, il s'agit davantage de la politique de la dollarisation. Bien sûr, tout cela est de l'économie politique.
On ne peut pas vraiment séparer l'économie de la politique. Mais les raisons politiques pour lesquelles de plus en plus de pays se dirigent vers la dédollarisation et réduisent, atténuent leur dépendance au dollar et diversifient dans d'autres actifs. Cependant, de plus en plus, ce que nous avons vu ces derniers mois, ce sont également de plus en plus d'investisseurs privés qui sont poussés à se détourner du dollar. Donc, pas seulement pour des raisons politiques, mais simplement pour leurs propres intérêts économiques, parce que le dollar a chuté de manière significative. Alors, dans les 6 premiers mois de l'administration Trump, le dollar a chuté de 12% par rapport à un panier d'autres grandes devises, surtout par rapport à l'euro. Ces derniers jours, le dollar a de nouveau baissé, car il est presque certain que la Réserve fédérale va réduire les taux d'intérêt lors de la réunion de septembre. Ensuite, lorsque Trump remplacera Jerome Powell en 2026, s'il ne le fait pas plus tôt, il est presque certain qu'ils vont réduire de manière significative les taux d'intérêt, sûrement d'au moins 100 points de base, voire davantage, ce qui représenterait 1%, ce qui est une baisse significative. Cela va exercer une forte pression à la baisse sur le dollar. Le dollar va presque certainement continuer à baisser par rapport aux autres grandes devises, l'or va continuer à monter, les autres devises vont augmenter. Donc, de nombreux investisseurs étrangers vendent leurs actifs américains parce que, tout d'abord, pourquoi conserver des obligations maintenant si l'inflation continue de grimper progressivement? Ce qu'elle fait actuellement. L'inflation aux États-Unis reste assez persistante et il est probable qu'elle augmente encore lorsque les États-Unis feront baisser les taux d'intérêt. De plus, pourquoi les investisseurs étrangers conserveraient-ils des obligations si, disons, l'inflation atteint 4%? Actuellement, de nombreux rendements obligataires, selon la durée et la maturité des titres du Trésor, ne vous paient qu'entre 4 et 5%. Et pourtant, le dollar chute par rapport aux devises d'autres grandes monnaies. Si l'inflation atteint 4%, cela signifie que vous ne gagnez pratiquement rien ou que vous pourriez perdre de l'argent en termes réels. Donc, de nombreux investisseurs étrangers, surtout en Europe, vendent leurs actifs américains. Le marché boursier américain est incroyablement surévalué, le plus surévalué qu'il n'ait jamais été. En termes de l'indicateur Buffett, qui compare le marché boursier américain au PIB, il dépasse les 200%, le niveau le plus élevé jamais atteint. Plus élevé qu'en 1929, plus élevé que la bulle Internet de 2000, plus élevé qu'en 2008. Donc, le marché boursier américain est dans une bulle massive. Le marché obligataire est de plus en plus en crise. Le rendement des obligations à 30 ans dépasse 5% et continue de grimper. Donc, l'administration Trump est vraiment désespérée dans cette situation. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils essaient de faire baisser les taux d'intérêt. Mais plus ils font baisser les taux, plus cela incite les investisseurs étrangers à vendre leurs bons du Trésor américain. Certes, ils pourraient conserver ces titres du Trésor américain parce que leur valeur pourrait augmenter. Mais pour réduire les risques en vendant des actifs américains et en se retirant du dollar américain, car le dollar entre évidemment dans une période prolongée de faiblesse, les investisseurs étrangers ne se préoccupent que de l'argent, rien d'autre. Auparavant, la dédollarisation était surtout motivée par des raisons politiques. La crainte que le gouvernement américain saisisse les réserves de change d'un pays, comme il l'a fait pour l'Iran, l'Afghanistan, le Venezuela et même la Russie. En 2022, lorsque les États-Unis et l'Europe ont saisi 300 milliards de dollars d'actifs, libellés en dollars et en euros appartenant à la Banque centrale de Russie, cela a été un signal d'alarme majeur pour les pays du monde entier, indiquant qu'ils devaient sortir du dollar et réduire leurs risques. Et nous avons observé une augmentation massive des achats d'or par les banques centrales du monde entier, surtout par les pays des BRICS. Cela a été l'un des principaux moteurs de la dédollarisation. De plus en plus maintenant, avec les tarifs de Trump, cela a également conduit à une plus grande dédollarisation. Avec la chute du dollar américain, sa faiblesse et la baisse des taux américains, ce ne sont plus seulement des raisons politiques,
mais aussi des raisons économiques qui poussent les investisseurs étrangers à sortir du dollar. Tous ces facteurs se combinent donc pour accélérer encore davantage la dédollarisation. Oui, parlons de la relation avec la dédollarisation, car je sais que le dollar américain est fortement lié à l'énergie, et cette ressource est un facteur énorme de la force du dollar, mais parle-moi de la manière dont la dédollarisation évolue avec ces développements, car beaucoup a été dit sur les pipelines. Le pipeline Power of Siberia 2 est présenté comme un potentiel changement radical pour le monde multipolaire en termes de commerce de l'énergie entre ces pays et de qui est contourné comme l'Europe, par exemple. Quelle est ton évaluation à ce sujet? Yeah, great point. I should have talked more about the issue of the Power of Siberia 2 pipeline. Oui, très bon point. J'aurais dû parler davantage du pipeline Power of Siberia 2. C'est très important. C'est un développement historique. Pendant des années, la Chine et la Russie en ont discuté. C'est la première confirmation officielle par la Russie qu'ils vont construire le Power of Siberia 2. Maintenant, comme son nom l'indique, il existe déjà un Power of Siberia 1 qui relie les champs de gaz naturel de l'Est de la Russie au nord de la Chine. Le Power of Siberia 2 reliera les champs de gaz de la péninsule de Yamal, dans le nord de la Russie, et traversera la Sibérie du nord-est vers le sud-est. Il se connectera au Power of Siberia, un allant vers l'extrême est de la Russie, puis descendra jusqu'au nord de la Chine, potentiellement aussi via la Mongolie. Nous ne savons pas encore exactement si cela se produira, mais c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que les champs de gaz de Yamal envoyaient auparavant du gaz vers l'Europe occidentale. Il existe donc un autre système de pipeline, le Yamal Europe, qui relie les champs de gaz nordiques de Yamal vers l'ouest. Et évidemment, à cause de la guerre par procuration en Ukraine, des sanctions occidentales contre la Russie, d'abord le boycott européen du pétrole russe, et maintenant ils essaient aussi de boycotter le gaz russe. De plus, la destruction du pipeline Nord Stream, que le gouvernement américain a célébré, et selon Seymour Hersh, le journaliste lauréat du Pulitzer, l'armée américaine était derrière cette destruction. Et bien maintenant, le pipeline Yamal Europe est également considéré comme obsolète, et la Russie va rediriger ce gaz de la péninsule de Yamal vers la Chine. C'est donc une réorientation majeure du commerce russe, loin de l'ouest et vers l'est et le sud. Et c'est un point que je souligne constamment. Si l'on regarde la politique étrangère de la Russie, clairement, avec la guerre par procuration en Ukraine, la Russie a reconnu que l'avenir de ses relations économiques et politiques réside dans un approfondissement de l'intégration avec l'Eurasie et plus généralement avec le Sud global. Et c'est pour cela que j'adore ce terme, la majorité mondiale, parce que tout d'abord, le Sud global représente déjà environ 86 ou 87% de la population mondiale. Ils sont la majorité mondiale. Mais si l'on regarde une carte, le Sud global est un terme politique. Tout comme le terme Occident est un terme politique. Ce n'est pas un terme géographique. Par exemple, l'Australie fait partie de l'Occident. C'était une colonie britannique, un projet colonial de peuplement. Ils ont exterminé la plupart des peuples autochtones par un génocide et créé l'Australie actuelle. Elle fait partie de l'Occident élargi, même si elle n'est évidemment pas dans l'hémisphère occidental sur une carte classique. Mais l'Occident, avec un O majuscule, est un terme politique. De la même manière, le Sud global est un terme politique. Donc, la Russie est devenue partie de la grande famille du Sud global. Elle est évidemment dans le Nord global, mais elle a été exclue de l'Occident. Et vous savez, elle n'a jamais été vraiment dans l'Occident, mais elle a été exclue de l'Europe. Alors, n'oublions pas que la Russie faisait partie du G8. Le G7 a été élargi après le renversement de l'Union soviétique. L'Occident, dirigé par les États-Unis, tentait d'intégrer la Russie dans ce projet impérial occidental plus large, sous la direction de Boris Eltsine. Quand, vous savez, il était un alcoolique et une marionnette des États-Unis. Et même, lorsque Poutine est arrivé dans ses premières années, il a reconnu que les États-Unis ne toléreraient jamais que la Russie ait ses propres politiques indépendantes. Ils ne respecteraient jamais la souveraineté russe.
Les États-Unis ont continué à pousser pour l'expansion de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Ils ont continué à violer de nombreux intérêts nationaux de la Russie. Les États-Unis ont soutenu le coup d'État en Ukraine en 2014. Ainsi, la Russie a compris qu'elle ne serait jamais acceptée comme partenaire égal si elle s'intégrait à l'Occident. Au cours de la dernière décennie, ce que nous avons observé, c'est que la Russie a approfondi son intégration avec l'Eurasie et le Sud global, en tant que partie de la majorité mondiale. Ainsi, ce pipeline, Power of Siberia 2, est un autre signe puissant que l'avenir de la Russie, non seulement maintenant, mais pour des décennies à venir, réside dans l'approfondissement de son partenariat avec son plus grand partenaire commercial, la Chine, et d'autres parties du Sud global. De plus en plus, le commerce de la Russie avec l'Inde devient très important, ce qui fait aussi partie de ce processus. La pression exercée par les États-Unis sur l'Inde vise à tenter de diviser l'Eurasie. L'Empire américain a réussi à séparer l'Europe occidentale, ou l'Europe dans son ensemble, de l'Eurasie. L'Europe n'existe pas en tant que continent séparé. L'Europe est la péninsule occidentale du continent eurasien. Les États-Unis ont réussi à influencer non seulement l'Europe occidentale, mais aussi l'Europe centrale et orientale. En fait, en Europe de l'Est, à l'exception du Bélarus, la plupart des gouvernements sont encore plus pro-américains que l'Europe occidentale. Donc, l'atlantisme, l'idée que l'Europe devrait entretenir des relations profondes à travers l'Atlantique avec les États-Unis dans le cadre d'une alliance plus large, est plus fort aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Et à mesure que l'Europe devient de plus en plus vassalisée, de plus en plus subordonnée aux États-Unis, la Russie comprend qu'au lieu de perdre son temps à essayer de se faire accepter par l'Occident sur un pied d'égalité, elle approfondira son intégration avec la Chine, avec l'Inde et avec le reste du Sud global. Ce que nous observons est absolument historique. Désolé, un autre point. Vous m'avez demandé quel rôle joue le dollar dans tout cela. C'est très important, n'est-ce pas? Parce que la Russie est l'un des 3 premiers pays au monde dans la production de pétrole et de gaz naturel. D'ailleurs, les États-Unis le sont aussi. C'est une autre raison pour laquelle j'insiste toujours. La stratégie de diviser pour mieux régner de Donald Trump, sa tentative de diviser la Chine et la Russie, n'a jamais eu de sens. Non seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques. Tout d'abord, la Chine est le plus grand partenaire commercial de la Russie. Plus de 30% des exportations russes vont vers la Chine et 1/3 des importations russes viennent de Chine. C'est de loin le partenaire commercial le plus important de la Russie. De plus, les États-Unis et la Russie sont des concurrents. La Chine et la Russie ont des économies très complémentaires, car la Chine est la superpuissance manufacturière mondiale. Elle a besoin de nombreuses matières premières pour alimenter son industrie. Elle compte 1,4 milliard de personnes. Beaucoup de bouches à nourrir. La Russie est un pays immense, avec, relativement à sa taille, une population relativement petite de plus de 100 millions de personnes. C'est beaucoup de monde. Mais en termes de superficie, la Russie est le plus grand pays du monde. La Russie dispose d'énormes quantités de toutes les matières stratégiques que l'on peut désirer. Minéraux importants, gaz, pétrole. C'est aussi le grenier de l'Eurasie, l'un des principaux producteurs mondiaux de denrées alimentaires et d'engrais. La Russie et la Chine entretiennent donc des relations commerciales très complémentaires. Les États-Unis et la Russie exportent beaucoup des mêmes produits. Les États-Unis sont l'un des principaux exportateurs de pétrole au monde. C'est le premier producteur mondial de pétrole, d'ailleurs. C'est pas toujours très connu, mais les États-Unis sont une grande puissance énergétique fossile. Ainsi, la Russie et les États-Unis se font concurrence dans ces domaines, ce qui explique pourquoi les États-Unis veulent forcer l'Inde à acheter davantage de pétrole aux États-Unis et non à la Russie. C'est aussi pourquoi les États-Unis ont obligé l'Europe à acheter du gaz naturel liquéfié, GNL, aux États-Unis, et non du gaz de pipeline moins cher provenant de Russie. L'Europe paie donc beaucoup plus pour un gaz plus cher en provenance des États-Unis.
Le dollar est bien sûr lié à tout cela, car depuis des décennies, les États-Unis ont tenté de forcer les pays du monde entier à vendre du pétrole, mais aussi du gaz naturel et d'autres matières stratégiques, en dollars américains. Et célèbre lorsque Richard Nixon a détaché le dollar de l'or en 1971, il a également envoyé son secrétaire au Trésor, qui était un célèbre trader de Wall Street, un négociant en titres du Trésor américain, un trader d'obligations chez Salomon Brothers, une grande banque de Wall Street, en Arabie Saoudite pour signer un accord afin que l'Arabie Saoudite vende son pétrole en dollars. À cette époque, l'Arabie Saoudite était de loin le producteur de pétrole le plus important au monde. C'est le système du pétrodollar. Après la crise pétrolière de l'OPEP, l'embargo pétrolier, le prix du pétrole a explosé. L'Arabie Saoudite disposait tous ces dollars excédentaires qui ont été recyclés dans le système financier américain. Ensuite, beaucoup de banques américaines ont commencé à prêter de plus en plus d'argent au Sud global, y compris à l'Argentine, au Mexique et au Brésil. Tous ont fait défaut sur leurs dettes et ont connu de graves crises dans les années 1980, connues sous le nom de crise de la dette du tiers-monde. Plusieurs pays africains ont traversé un processus similaire. Quoi qu'il en soit, cela a été central pour l'Empire américain. Non seulement le pétrole, mais de nombreuses matières stratégiques ont historiquement été valorisées en dollars américains. Bien sûr, la Russie est un producteur majeur de matières premières et elle vend son pétrole et son gaz dans d'autres devises. Elle acceptait les euros et maintenant elle vend en roubles. C'était une exigence que la Russie formulait depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la Russie et la Chine ont pratiquement dédollarisé l'ensemble de leur commerce. Plus de 95% du commerce entre la Russie et la Chine s'effectue désormais en roubles et en renminbi. De plus, la Russie a dédollarisé son commerce avec l'Inde en utilisant des roupies et des roubles. Elle a également dédollarisé son commerce avec la Turquie et de nombreux autres pays. C'est une autre partie importante du processus. Le président chinois a effectué un voyage très important en Arabie Saoudite il y a 2 ans et a signé un accord dans lequel le pays du Golfe a indiqué qu'il envisagerait de commencer à vendre son pétrole et son gaz naturel à la Chine en yuan et non en dollars. Maintenant, la manière dont la Chine fonctionne, en termes de diplomatie et de certaines de ses politiques, est qu'elle a tendance à rester très discrète sur ces sujets. Elle n'aime pas se vanter. Ils ont donc annoncé cela, et depuis, c'est resté assez silencieux. Mais il y a de plus en plus de rapports, tous les quelques mois, indiquant que les Émirats arabes unis vendent du gaz naturel liquéfié à la Chine en yuan, et que l'Arabie saoudite envisage également de vendre son pétrole à la Chine en yuan, si elle ne le fait pas déjà discrètement. Donc nous assistons à un changement progressif sur le marché mondial des matières premières. Pas seulement sur le marché pétrolier, mais sur différents marchés de matières premières, où la Russie joue un rôle clé pour aider à dédollariser ces marchés. La Chine pousse également dans ce sens. C'est une autre raison pour laquelle, à Washington, vous savez, ces stratèges impériaux se sentent très mal à l'aise, et ils sont vraiment désespérés de forcer les pays à ne commercer qu'en utilisant le dollar américain. Ce que, vous savez, nous voyons maintenant, Lutnick le disant très clairement en s'adressant à l'Inde, ce qui n'est pas seulement un message pour l'Inde, c'est un message pour le monde entier. Utilisez le dollar américain, servez nos intérêts, ou nous vous punirons. Oui, et pour conclure ici, Ben, je voulais avoir ton avis sur la connexion avec le Venezuela, encore une fois, parce que, vous savez, ces dernières années, la Chine et le Venezuela ont forgé ce qu'on appelle un partenariat tout le temps. L'un des types de partenariats les plus élevés que 2 pays ou que des pays puissent avoir avec la Chine. Nous savons à quel point le Venezuela et l'Iran sont proches en termes de ce calcul global des BRICS. Non seulement économiquement, les deux ont été des bouées de sauvetage l'un pour l'autre, mais même militairement, il y a eu des informations. Chaque fois qu'il y a une menace militaire contre le Venezuela, il y a toujours des vidéos qui apparaissent sur les différentes armes iraniennes
que possède le Venezuela, including les armes navales, certains types particuliers de navires. Mais je voulais montrer une petite vidéo de Nicolás Maduro lors d'une récente conférence de presse. Il a dit ceci, et je vais juste le lire puisqu'il parle en espagnol. Il dit « Alors je reçois tout ici ». Il regarde son téléphone, il dit « Ce téléphone que Xi Jinping m'a donné ceci, un Huawei. Regardez, le meilleur téléphone du monde. Ce Huawei, et les Américains ne peuvent pas le pirater, ni les avions espions, ni les satellites. » Donc, vous savez, à bien des égards, la dédollarisation fait partie de cette tendance plus large de ce que certains appellent un monde sans les États-Unis, un monde sans l'Occident, où ces pays, comme le Venezuela, malgré des sanctions sévères, malgré la menace de guerre, comme nous le voyons maintenant, poursuivent des relations avec la majorité mondiale et leurs dirigeants, la Russie et la Chine, économiquement et militairement, ce qui a un impact énorme, même juste ce que Maduro a dit à ce moment-là, cela fait une énorme différence. Alors, tes commentaires là-dessus? Oui, je veux dire, la guerre des États-Unis contre le Venezuela remonte à des décennies. Elle remonte au début de la révolution bolivarienne. Hugo Chavez est arrivé au pouvoir à travers des élections démocratiques en 1999. Et peu après, 3 ans plus tard, les États-Unis ont soutenu un coup d'État contre lui. Il a été brièvement couronné de succès, mais le peuple vénézuélien s'est soulevé, a renversé le régime du coup d'État soutenu par les États-Unis et a réinstallé le président Chavez. Cela l'a en réalité encore plus tourné vers la gauche, et vous savez, il avait déjà été une sorte de nationaliste de gauche, mais il est devenu un très fort anti-impérialiste. La révolution bolivarienne, qui peut embrouiller certaines personnes parce qu'elles se demandent « bolivarienne, qu'est-ce que cela a à voir avec la Bolivie ?» Eh bien, elle porte le nom de Simón Bolívar, et Bolivar était l'espagnol. Il était le général qui a combattu contre l'Empire espagnol. Donc vous savez, il existe en fait un débat politique sur le fait que certains disent qu'il était vénézuélien ou colombien. Eh bien, évidemment, l'Amérique du Sud était colonisée par l'Empire espagnol à cette époque. Il a créé les États modernes indépendants d'Amérique du Sud, et oui, pour toute fin utile, il était vénézuélien. Simón Bolívar est un symbole de l'anticolonialisme et de l'anti-impérialisme. Lorsque Chavez a lancé la révolution bolivarienne, il disait que nous sommes inspirés par la leçon de Simón Bolívar. Bolívar a dirigé la lutte contre l'Empire espagnol. Nous luttons contre l'Empire américain. Donc le Venezuela a toujours joué un rôle très important dans la résistance à l'impérialisme et à l'hégémonie des États-Unis en Amérique latine et comme source de solidarité. Avant que les sanctions étouffantes des États-Unis n'essayent d'écraser l'économie vénézuélienne et ne fassent beaucoup de dégâts à l'économie du Venezuela, le pays réalisait en fait d'énormes progrès économiques, sortant des millions de personnes de la pauvreté, croissant rapidement, et utilisant une partie de son surplus de pétrole pour aider d'autres pays. Par exemple, le Venezuela a aidé l'Argentine à rembourser sa dette au FMI en acte de solidarité lorsque l'Argentine avait le président de gauche, Néstor Kirchner. Le Venezuela a également créé un programme appelé PetroCaribe, dans lequel le pays fournissait une assistance pétrolière à de nombreux autres pays pauvres de la région, en particulier Haïti, qui a reçu beaucoup de soutien du Venezuela. D'ailleurs, le Venezuela a également fourni du mazout de chauffage aux habitants des communautés pauvres aux États-Unis qui avaient été abandonnés par le gouvernement américain, notamment dans le Bronx. Il y avait des communautés pauvres, en particulier des communautés à majorité noire, qui ont bénéficié de PetroCaribe en acte de solidarité avec les Américains appauvris, surtout dans des communautés de couleur qui ont été, vous savez, terrorisées et brutalement traitées par le gouvernement américain et abandonnées par celui-ci. Donc, le Venezuela a toujours été la menace d'un bon exemple, comme le disent les États-Unis, et les États-Unis ont toujours été désespérés de renverser le gouvernement vénézuélien dans le cadre de la révolution bolivarienne.
C'est pourquoi les États-Unis ont soutenu des coups d'État depuis plus de 20 ans. Des tentatives de coups d'État constantes. Lorsque Chavez est mort en 2013, les États-Unis ont vraiment resserré la vis au Venezuela. Les prix du pétrole ont chuté en partie à cause de la pression des États-Unis sur l'Arabie saoudite pour qu'elle pompe excessivement du pétrole afin de nuire à la Russie après l'annexion de la Crimée, aussi pour nuire à l'Iran, pour mettre la pression sur l'Iran, afin qu'il aille à la table des négociations pour l'accord nucléaire iranien, et également pour nuire au Venezuela. L'administration Obama a mis en œuvre ce genre de stratégie machiavélique et folle, de faire chuter le prix du pétrole sur le marché mondial, ce qui a causé beaucoup de dommages aux grands producteurs de pétrole, comme la Russie, le Venezuela et l'Iran. Aussi, le Brésil. Cela a contribué à la chute, le coup d'État doux contre Dilma Rousseff et à l'ascension de Jair Bolsonaro. Donc je veux dire, les États-Unis terrorisent l'Amérique latine, soutenant toutes ces tentatives de coup d'État, évidemment depuis des décennies, mais cela continue aujourd'hui. Tant de coups d'État. Le coup soutenu par les États-Unis en 2009 au Honduras, puis un coup soutenu par les États-Unis au Paraguay, puis plusieurs tentatives de coup d'État soutenues par les États-Unis au Venezuela, y compris juste après la mort de Chavez. Maduro a remporté l'élection, mais il y a eu une tentative de coup en 2014, une autre en 2017, puis une tentative de coup avec Juan Guaido, ce pantin des États-Unis, en 2019. Maintenant, Trump lance une autre tentative de coup au Venezuela. En 2018, il y a eu une violente tentative de coup contre le gouvernement sandiniste du Nicaragua qui a échoué. En 2019, il y a eu le coup réussi contre Evo Morales en Bolivie. Ensuite, il y a eu le Pérou contre Pedro Castillo, le leader de gauche du Pérou, qui est en prison sans procès. Il est toujours en prison. Les États-Unis ne laissent jamais l'Amérique latine respirer. L'Empire américain terrorise cette région sans relâche. Je veux insister sur tout cela, parce que le Venezuela a toujours été la menace d'un bon exemple. C'est pourquoi les États-Unis ont écrasé l'économie vénézuélienne en imposant non seulement des sanctions, mais un véritable blocus économique pour empêcher le Venezuela d'exporter du pétrole. Et ce qui est intéressant avec le Venezuela, c'est qu'il existe toute cette propagande. Non, c'est complètement absurde. L'économie du Venezuela se portait très bien, elle connaissait une forte croissance et la pauvreté diminuait. Jusqu'à ce que les États-Unis commencent à imposer des sanctions très sévères au Venezuela et que les États-Unis effondrent délibérément le prix du pétrole sur le marché mondial. Ensuite, le Venezuela a subi des dommages économiques extrêmes à travers un blocus économique qui tentait d'asphyxier l'économie vénézuélienne. Si la révolution bolivarienne n'avait pas bénéficié du soutien d'autant de gens au Venezuela, le gouvernement vénézuélien serait tombé il y a de nombreuses années. Le fait qu'il ait pu survivre est la preuve que, vous savez, je suis allé plusieurs fois au Venezuela et j'ai vu cela dans les quartiers populaires, dans les rues du Venezuela. Il y a encore beaucoup de soutien pour la révolution bolivarienne, car c'est un pays où tant de gens n'ont évidemment jamais bénéficié de l'immense richesse pétrolière du pays. La majorité des gens sont des travailleurs. Ce sont des gens humbles. Et pour la première fois dans l'histoire moderne du Venezuela, ils ont eu un gouvernement qui a dit « Nous allons utiliser cette richesse pour le bénéfice du peuple ». Ce qui caractérise le Venezuela, c'est que le pays est pro-État depuis 100 ans, comme l'Arabie saoudite, n'est-ce pas? Imaginez que les États-Unis imposent un embargo économique à l'Arabie saoudite. La monarchie saoudienne s'effondrerait en 2 semaines. Il est impossible qu'elle survive à des années de ce blocus comme le Venezuela l'a fait, car la réalité est que le Venezuela dépendait des exportations de pétrole depuis bien avant même la naissance d'Hugo Chavez. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose d'unique. Ce n'est pas à cause du socialisme. C'est parce que pendant toute l'histoire moderne du Venezuela, le système économique fonctionnait ainsi. Le Venezuela exportait du pétrole. Il gagnait beaucoup de devises étrangères, principalement des dollars, puis utilisait cet argent pour financer tout à l'intérieur du pays.
L'économie nationale s'est atrophiée. Cela s'appelle la maladie hollandaise ou la malédiction des ressources. Pourquoi développer une industrie nationale quand on peut juste exporter du pétrole? L'Arabie saoudite essaie maintenant de diversifier son économie à grands frais et ce n'est pas très réussi. Il est très difficile de se diversifier lorsqu'on est pro-État. Les États-Unis ont essayé d'écraser le Venezuela en l'empêchant d'exporter son pétrole. Le gouvernement vénézuélien a perdu plus de 90% de ses revenus. Le fait qu'il ait pu tenir est la preuve de ce soutien populaire. Ainsi, les États-Unis ont tenté d'écraser le Venezuela pour ces raisons, et parce que le Venezuela est au cœur de ce projet multipolaire global plus large. Le Venezuela est très proche de la Chine, il est très proche de la Russie, il est très proche de l'Iran. Le Venezuela a également été allié à d'autres pays importants du Sud global, comme le Vietnam, comme le Burkina Faso, qui traverse actuellement son propre processus révolutionnaire dans la région du Sahel, en Afrique, ainsi que le Niger. Donc je veux dire, le Venezuela a toujours été au centre. Et si les États-Unis peuvent renverser le Venezuela dans ce projet révolutionnaire, ils peuvent envoyer un message à toutes les autres forces du Sud global qui veulent défier l'impérialisme américain. Ne vous opposez pas à l'Empire américain, ou vous subirez ce que le peuple vénézuélien a subi. Et le Venezuela a résisté à ces attaques. Mais elles ne finissent jamais. On ne peut pas oublier que ce que Trump fait maintenant n'est pas nouveau. Trump a fait exactement la même chose pendant son premier mandat de président, lorsqu'il a lancé cette tentative de coup d'État en 2019 avec ce pantin Juan Guaidó, qui était extrêmement corrompu et qui, soit dit en passant, était étroitement lié au cartel de la drogue. Lorsque Juan Guaidó a été introduit clandestinement au Venezuela depuis la frontière colombienne, il l'a fait en collaboration avec les cartels de la drogue en Colombie. Cela a été largement rapporté dans les médias latino-américains, moins dans les médias américains. Donc je veux dire, chaque accusation formulée par l'Empire américain est en réalité une confession. Les États-Unis ont été alliés avec les pires trafiquants de drogue d'Amérique latine, comme Álvaro Uribe, l'ancien président de la Colombie, qui était un ami proche de Pablo Escobar. Il a travaillé étroitement avec le cartel de Medellín, l'un des pires cartels de l'histoire, et il était l'un des alliés les plus proches des États-Unis. Il y a quelques semaines, Marco Rubio a tweeté en défense d'Álvaro Uribe, car Uribe, ce narcotrafiquant en Colombie, fait enfin face à la justice pour certains crimes qu'il a commis. Rubio va donc sur Twitter pour le défendre, l'un des pires trafiquants de drogue au monde. Et pourtant, les États-Unis affirment faussement, de manière insensée, que Maduro serait soi-disant un trafiquant de drogue. Complètement faux. Le gouvernement américain a inventé ce faux cartel de drogue qui n'existe pas, qu'ils appellent le cartel de los sols, le cartel du soleil. Il n'existe pas. Il a été inventé par le gouvernement américain pour justifier la tentative de coup d'État au Venezuela. Car la stratégie est que les États-Unis prétendent que Maduro n'est pas un président. Il est en fait un terroriste lié à la drogue. C'est ce qu'ils prétendent. C'est insensé. Et ils disent que le gouvernement vénézuélien n'est pas légitime, qu'il est dirigé par des cartels de drogue. Ils utilisent cela comme justification pour lancer un changement de régime, pour renverser le gouvernement vénézuélien. Donc je veux dire, ce sont des tactiques de mafia. Ce sont de véritables tactiques terroristes. Les États-Unis sont un régime voyou, fou, qui s'engage dans le terrorisme international, terrorisant les États souverains, tuant des gens sans procès. Les États-Unis viennent de tuer 11 personnes sur un bateau. Juges, jurys, bourreaux. Ils n'ont pas été jugés. Il n'y avait aucune preuve qu'ils étaient des trafiquants. Même s'ils l'étaient, et il faut rester très sceptique, il y a eu des rapports indiquant qu'il s'agissait en réalité d'un bateau de migrants. Mais même s'ils étaient des trafiquants, ce n'est pas un crime passible de mort. Les États-Unis ne peuvent pas exécuter des Vénézuéliens qu'ils prétendent trafiquants sur un bateau. Ils n'étaient même pas aux États-Unis. Ils étaient dans un territoire étranger et les États-Unis les ont tués. C'est du terrorisme. C'est du terrorisme international.
Le régime voyou des États-Unis est le plus grand terroriste au monde. Et il terrorise le peuple vénézuélien pour essayer d'étendre l'empire américain. Oui, et il faut noter que la distance entre les États-Unis et le Venezuela, à tout moment, est de plus de 3000 km. Donc vous parlez d'une action extrajudiciaire ici, Violant complètement le droit international. violation totale de la souveraineté du Venezuela. Terrorisme, acte de guerre. Les États-Unis n'ont pas déclaré que ces personnes faisaient partie d'un groupe armé. Je veux dire, oui, Trump dit que les cartels sont un groupe terroriste, mais ils ne sont pas reconnus par les Nations Unies comme un groupe terroriste. Al-Qaïda est reconnu par les Nations Unies comme un groupe terroriste. Ce faux cartel de Los Sols ou Trena n'est pas reconnu par les Nations Unies comme un groupe terroriste. Personne, selon le droit international, ne les considère comme un groupe terroriste. On ne peut pas simplement tuer ces gens. C'est un acte de terrorisme international du gouvernement américain. Point final. Et c'est un acte de guerre. Le seul cas comparable à retenir est celui de la Russie lorsqu'elle a été critiquée pour être intervenue en Syrie pour aider la Syrie. La seule forme reconnue internationalement d'aller en guerre dans un territoire étranger est lorsque le gouvernement de ce pays vous invite réellement. C'est la seule fois où vous avez le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce que, évidemment, les États-Unis n'ont pas. Les États-Unis ne vont jamais au Conseil de sécurité de l'ONU lorsqu'ils font ce genre d'action. C'était super aujourd'hui. Djanga, c'est un peu de chinois. J'essaie aussi d'apprendre un peu de chinois. Donc, c'était super. On va conclure ici. Tout le monde, cliquez sur le bouton d'Élonier, like. Tu veux promouvoir quelque chose, ton chaîne? Je vais la mettre dans la description de la vidéo pour que les gens sachent qu'ils peuvent te suivre là pour bas. Quelque chose à promouvoir avant qu'on ne parte? Non, c'était une bonne discussion. Merci de m'avoir invité, Danny. C'est toujours un plaisir de parler de ces sujets et je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'autres choses intéressantes à discuter dans un futur proche. Oui, on se dirige vers l'automne ici. Donc, on sait que les États-Unis se préparent toujours à quelque chose que nous couvrons sur cette chaîne La Guerre, tout le bon stuff. Et bien sûr, juste suivre les alternatives émergentes qui donnent de l'espoir à l'humanité. Tout le monde, cliquez sur le bouton like avant de partir. Vous pouvez trouver la chaîne de Ben dans la description de la vidéo, ainsi que tous les endroits pour soutenir cette chaîne. Patreon, Substack, Buy Me a Coffee et tant d'autres options. Nous sommes très proches de 500 000 abonnés. Tout d'abord, applaudissez Ben, car ce dont nous avons parlé aujourd'hui concernant le Venezuela, il était littéralement sur cette chaîne, et parlait du fait que l'Amérique latine allait bientôt subir des attaques des États-Unis. Cela remonte seulement aux 2 derniers mois. Donc, tout le monde devrait savoir qu'il a prédit cela. Nous sommes très proches de 500 000 abonnés ici sur la chaîne, donc cliquez sur le bouton s'abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, ça aide beaucoup. C'est juste une petite chose de vanité, mais c'est génial de voir des gens regarder nos 2 chaînes. Entre nous avons maintenant plus d'1 million de personnes qui s'abonnent à nos chaînes. C'est vraiment incroyable. Donc, tout le monde description de la vidéo, tous les endroits où vous pouvez soutenir, cliquez sur like, prenez soin de vous, bonne nuit ou bonjour.